Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo de cours qui remplace la visio que nous aurions dû faire euh, parce que malheureusement nous rencontrons des problèmes techniques indépendants de notre volonté, autant de la vôtre que de la mienne. Donc j'essaie de répondre rapidement à cette problématique en enregistrant cette vidéo. Alors, vous avez dû travailler la semaine dernière la notion de sélection naturelle. La sélection naturelle, vous avez vu que c'était une force évolutive qui permet une variation non aléatoire des fréquences alléliques. C'est-à-dire que les allèles avantageux sont conservés au cours du temps sous l'effet de la pression exercée par le milieu. Alors, ça, c'est la théorie et c'est vrai. Malgré tout, il va exister des cas particuliers. Regardez cet oiseau. Cet oiseau, c'est le plecte à longue queue. C'est un oiseau qui vit en Afrique, et comme son nom l'indique, c'est un oiseau qui a une longue queue. Une queue qui fait à peu près 2/3 de sa taille. Cette queue, vous pouvez remarquer que lorsque il est en vol, elle est très présente, et quand on y réfléchit, on se dit, mais en fait, avoir cette longue queue, ça doit pas être évident. Ça doit pas être évident notamment pour se déplacer, ça doit pas être évident pour l'équilibre, ça va demander de la force. En fait, finalement, comment ça se fait que ce caractère, longue queue, soit maintenu au cours du temps, de génération en génération, alors que de prime abord, ça semble être un désavantage. Mais pour essayer d'expliquer cela, on va faire des expériences. On va prendre des mâles longue queue, des mâles euplectes longue queue, excusez-moi. On va les subdiviser en 4 groupes et on va regarder le nombre de nids qu'ils visitent. Grosso modo, ils visitent tous le même nombre de nids, sachant que le nombre de nids visités correspond aux nids qui contiennent leurs descendants. C'est indiqué dans le texte ici. On va faire un traitement. Ce traitement, il consiste en quoi? Il consiste tout simplement à couper la queue, ou non. Ici, dans le premier groupe, on a coupé la queue. Deuxième groupe, on ne fait rien, ça va être notre témoin. Troisième groupe, on coupe la queue, puis après on la recolle. Quatrième groupe, on a rallongé la queue. Et vous pouvez remarquer quoi? Eh bien, les mâles vont visiter les nids qui correspondent à leurs descendants. Et on se rend compte de quoi? Excusez-moi. C'est que ce sont les mâles qui ont la queue la plus longue qui visitent le plus de nids. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement plus de descendants. Contrairement aux aux oiseaux qui ont une queue raccourcie. D'accord? Vous voyez bien la différence entre là et par rapport au témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement avoir une longue queue, ça vous engendre plus de descendants. C'est-à-dire qu'on aurait un avantage. Et en fait, elle est là, entre guillemets, l'astuce. On est en présence de ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le fait d'avoir une longue queue, être capable de vivre avec, de se déplacer avec, c'est montrer aux femelles que l'on est fort, qu'on est vigoureux, c'est montrer qu'on est en bonne santé. Donc ça veut dire, ça envoie le message que je suis un bon reproducteur et donc que je vais pouvoir donner une descendance qui sera aussi forte que moi, aussi en bon état de santé. Donc ce caractère qui est désavantageux, finalement est un signal disant bah, je suis en bonne santé, donc je vais être sélectionné. C'est de la sélection sexuelle. Et c'est ce que je vous mets dans le bilan que vous devez recopier. Hormis la sélection des caractères avantageux sous l'effet de la pression du milieu, il existe également la sélection sexuelle. Dans ce cas précis, et en général, il y a une sélection des mâles par les femelles en fonction des caractères morphologiques, visuels ou sonores. Par exemple, ici le pan. Le pan, même problématique que le plectre, la longue queue déplacée, mais aussi on a la couleur, une couleur bleue qui est assez flashy. C'est un signal visuel. Et bien le fait d'avoir une couleur bleue, flashy, c'est renvoyer, une fois encore, que je suis un mâle en bonne santé, je suis suffisamment vigoureux, et donc je vais donner une descendance qui va avoir ces mêmes caractéristiques. Pour autant, c'est un désavantage d'être coloré. Pensez bien que quand vous êtes bleu flashy
comme cela dans la nature, et bien vous êtes plus visible. Donc normalement, les prédateurs, comme le tigre, puisque c'est un animal qui nous vient des Indes, le tigre va davantage vous tuer. Et c'est ça la sélection naturelle, c'est qu'en fait, il y a des critères morphologiques, physiques, visuels, sonores, qui confèrent un avantage reproductif au mâle qui le porte. Et ça va, entre guillemets, dans certains cas, aller à l'encontre de la sélection naturelle. D'accord? C'est pour ça que des fois, des caractères handicapants sont maintenus au cours du temps. C'est un cas particulier de la sélection naturelle. Alors, on va s'intéresser à présent à une autre force évolutive. Rappelez-vous. Alors là, j'ai pris le cas du jaguar, mais on avait abordé la notion de fragmentation des territoires. Et on avait vu que la fragmentation des territoires engendrait une baisse de biodiversité. Ici, j'ai une situation passée, et là, une situation actuelle. Situation passée, j'ai une forêt amazonienne avec mon jaguar dedans. Individus, environ 500 individus dans ma population. Et puis j'ai ma situation actuelle où on voit que la forêt a fortement régressé. Et on n'a plus une seule population, mais on a 4 populations. Notre population initiale a été divisée en 4 petits groupes. Et si vous faites la somme de ces 4 populations, malheureusement, on arrive à 80, voire 100 individus, et non plus 500. Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la diversité génétique au sein de ces populations. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on a 3 diagrammes. 3 diagrammes, chaque diagramme correspond à un gène. Le gène 1, diagramme bleu, le gène 2, diagramme rouge, etc. Et pour chaque diagramme, on a des nuances de couleurs. Là, on a des nuances de bleu, là, on a des nuances de rouge et des nuances de vert. Les nuances correspondent à des allèles, les variations du gène. Ainsi, on a à chaque fois 5 variations de couleurs. On a 5 allèles par gène. Ça, c'est dans la situation passée. Dans la situation actuelle, regardez la population numéro 2. Si je prends le gène numéro 3, on n'a qu'un seul allèle, puisqu'on n'a qu'une seule couleur. C'est-à-dire qu'on a perdu 4 allèles. Dans la situation, dans le gène numéro 2, on n'a plus que 3 allèles, alors qu'avant on avait 5. Là, on a toujours 5 allèles, mais on a un allèle qui est ultra majoritaire, quand on compare. Si on va dans une autre population, rendez-vous compte, ici on a 3 allèles pour ce gène, ici on en a 3, ici on en a 3, on a à chaque fois perdu des allèles. Alors comment on peut expliquer ça? On ne peut pas invoquer la sélection naturelle, puisque le jaguar, c'est le grand prédateur. Et puis, quand on y réfléchit, on a déjà vu ce cas-là. Rappelez-vous, on avait vu que dans nos 2 rivières, la Viorre et la Célé, qui sont 2 rivières parallèles, quand on s'intéressait à 4 espèces de poissons présents dans ces rivières, eh bien, on avait une perte de biodiversité dans la Viorre. Perte de biodiversité, pourquoi? Parce que dans la Viorre, on avait ici et là des barrages hydroélectriques. Donc, 2 effets, 2 cas de fragmentation et la même conséquence, perte d'allèles. Comment expliquer ça? Et surtout, comment expliquer que ce sont les petites populations, pensez au jaguar, qui perdent des allèles? Donc vous notez dans votre cours, comment expliquer la perte d'allèles dans des petites populations alors qu'il y a une pression, alors qu'il n'y a aucune pression du milieu? Petit 2, la dérive génétique. Pour illustrer cela, je vais utiliser un modèle numérique. Le voici. Je vais prendre une population à 10 individus et je vais prendre 3 allèles, l'allèle grand A, l'allèle petit a et l'allèle alpha. D'accord? 3 allèles du même gène. Je crée une population. Dans cette population, j'ai 10 individus, autant de mâles que de femelles. Les rectangles correspondent aux mâles, les ronds aux femelles. Et vous remarquez que pour chaque individu, on a 2 allèles. Bah oui, on a des paires de chromosomes. Donc ici, cette femelle, elle a l'allèle alpha et l'allèle petit a. Ce mâle, il a l'allèle grand A et l'allèle alpha. Cette population vit entre eux. On va donc avoir un phénomène de reproduction. On va donc passer par ça de fécondation. Et vous remarquez qu'entre la génération initiale et la génération que j'ai à présent, les fréquences de mes 3 allèles ont changé.
Je continue. Je passe à la génération 2. Ah, bah les fréquences, pour l'instant, elles ont l'air d'être constantes. Vous voyez, au cours des générations, ici, ma fréquence change. Ah bah regardez, à la 8e génération, j'ai une fréquence allélique du petit a qui vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai perdu l'allèle petit a dans ma population. J'ai perdu petit a à la 8e génération. On recommence l'expérience. Je reprends une génération 0 et je relance. Ah bah ce coup-ci, regardez, c'est grand A que j'ai perdu, et pas à la 8e mais à la 6e génération. Bizarre ça, ça change. Je recommence. Bah ce coup-ci, je perds alpha, à la 12e génération. Je recommence, une 4e fois. Alors ce logiciel, vous pouvez le trouver en libre accès de manière gratuite sur internet, hein. Il vous suffit de taper dérive génétique modèle diploïde et vous prenez pédagogie, le site qui s'appelle Pédagogie Académie de Nice et vous allez tomber directement dessus. Et là regardez, on repère l'allèle grand A, ce coup-ci à 19e génération. C'est quand même assez fou, hein. Est-ce que avant de faire la manipulation, vous pouvez dire quelle allèle allait disparaître et à quelle génération? En faisant 3 ou 4 fois l'expérience, vous voyez que c'est très compliqué. Ben, la génétique, c'est ça. On a une transmission aléatoire des allèles, alpha, grand A, petit a, lors des phénomènes de reproduction. Et puis, de manière aléatoire, il y a des allèles qui disparaissent. Maintenant, je vais changer. Je vais aller sur une population qui est beaucoup plus grande. Je passe de 10 à 100 individus. Vous voyez ma population. Et je lance phénomène de fécondation. Et on va voir ce qui se passe. Maintenant qu'on a une population qui est beaucoup plus grande. Essayez dans votre tête de dire, tiens, tel allèle va disparaître à telle génération. Puis après, vous verrez si c'est le cas ou non. On pouvait penser que l'allèle grand A allait disparaître, mais il est bien remonté, hein. Vous voyez, l'allèle grand A, il remonte, il remonte. Il était à 6%, il est remonté à 25, quasiment 30%, ça y est, 31. En revanche, l'allèle alpha, lui, il a bien chuté. Regardez, alpha, il fait de la résistance, il était tombé à 1%, il est remonté à 4. Regardez, il est à 1% alpha, hein. Il est toujours présent dans la population. Et ça y est, il a disparu. On a perdu l'allèle alpha à la 97e génération. D'accord? On relance une fois. Et c'est reparti. On va voir on va voir si ça va être pareil.
Ce coup-ci, on voit plutôt que l'allèle alpha, il est majoritaire, hein. Il est présent à 63%. Et je le dis, hein, vous pouvez refaire ce que je fais pour constater par vous-même le phénomène de dérive génétique. Là, on est à la quasiment 60e génération. On a toujours 3 allèles présents. Et voilà. Ce coup-ci, on a perdu qui? On a perdu l'allèle grand A à la 74e génération. Donc vous voyez, on retrouve le côté hasard, mais on se rend compte que pour perdre un allèle, dans une population qui est grande, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Voilà ce que c'est que la dérive génétique. Ici, je n'ai fait représenter qu'un seul allèle, la fréquence de l'allèle grand A. Simplement, je vous ai combiné les différents résultats. Dans une population à 10 individus, on voit que dans 2 cas, l'allèle disparaît, aux alentours de la 10e, 11e génération, aux alentours de la 23e génération. Et dans les 3 autres cas, il devient majoritaire et unique à la 9e génération, à la 15e génération ou encore au 35e génération. En revanche, quand je fais la même chose avec 100 individus, vous voyez que il ne devient jamais unique puisqu'il atteint jamais les 100% et on a des variations qui vont dans tous les sens. Alors comment on explique cela? Eh bien tout simplement lors du phénomène de la reproduction. Ici un loup, ici une louve. Pour un gène d'intérêt, le mâle a 2 allèles petit a, la louve a un allèle petit a, un allèle grand A. Eh bien, de manière aléatoire, on a la formation des gamètes, et dans un cas on a l'allèle grand A qui va ici, dans un autre cas on a l'allèle petit a, ici pareil pour les spermatozoïdes. Et bien la rencontre des spermatozoïdes et des ovules se fait de manière aléatoire lors de la fécondation, lors de la reproduction sexuée. On ne choisit pas les allèles que l'on va donner. Ça, vous l'avez également chez l'espèce humaine. On a des gènes qui ne sont pas soumis à des phénomènes de sélection. Prenez pour exemple le gène des groupes sanguins. Le gène des groupes sanguins n'est pas soumis à sélection. Vous ne draguez pas, vous n'avez jamais entendu parler une personne disant je choisis telle personne parce qu'il est de tel groupe sanguin. Non. Ce sont des cas hautement improbables. Pour autant, vous savez que par exemple, on peut être d'un certain groupe, on va être de groupe sanguin A, et avoir 2 allèles, l'allèle A et l'allèle O. Si vous sortez avec une personne qui est de groupe sanguin B, elle peut avoir l'allèle B et l'allèle O. Ce qui fait que vous pouvez avoir un enfant qui soit de groupe sanguin O, différent de votre groupe et du groupe de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc, ça s'est fait de manière aléatoire. Vous n'avez pas décidé, je veux donner tel allèle. Non. C'est ça, la dérive génétique. C'est des variations de fréquence aléatoires. Et c'est d'autant plus marqué que la population va être petite. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, le phénomène, hein, on donne l'allèle blanc ou l'allèle rouge, qui correspond soit ici à l'allèle BW ou BW75. Voilà, c'est un autre exemple de modélisation de la reproduction aléatoire. Donc vous notez le bilan numéro 6, hein, la dérive génétique et la variation aléatoire, c'est-à-dire au hasard de la fréquence des allèles au cours du temps dans une population. Elle est surtout la conséquence de la reproduction sexuée. D'une génération à l'autre, seuls certains allèles sont transmis de manière aléatoire des parents aux descendants. La dérive génétique est plus marquée quand la population est petite. Elle engendre dans ces petites populations une perte de biodiversité génétique. On perd des allèles. Du coup, la dérive génétique permet d'expliquer le phénomène que l'on avait observé quand on avait étudié la notion de fragmentation des territoires. Repensez au cas des poissons, repensez au cas du jaguar. On observe une fragmentation, on observe une perte de biodiversité. Comment l'expliquer? Eh bien, c'est de la dérive génétique. Quand il y a une petite population, de manière générale, on perd plus souvent des allèles. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
N'hésitez pas à la reprendre, à faire des stops pour noter les bilans, pour peut-être rajouter des explications. Je vous envoie du travail et on se tient très rapidement au courant via Pronote. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.